Bien, mais merci beaucoup. Merci à Content de vous vous. revoir. Et je crois que c'était De Gaulle qui disait « Je vole vers l'Orient compliqué muni de quelques idées simples ». Et d'après votre dernier livre, je crois qu'il y a pas d'idées simples au Moyen-Orient. Je vois pas très bien comment on peut arriver à des idées simples. C'est ça, quand je lis votre livre, je me dis, d'abord, ils ont des noms impossibles, on dirait un roman russe. Et ensuite, ils passent leur temps à se trahir, mais en sachant qu'ils sont peut-être les meilleurs amis 15 jours après, quoi. Ça a l'air d'être une spécialité locale. L'amitié interrompue, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que vous avez dit toute une série de choses sur ce livre, mais je voudrais quand même l'état d'esprit que ça représente, c'est dans le fond des luttes tribales. Oui, mais c'est moins compliqué au fond, une fois qu'on a bien creusé, qu'il n'y paraît à première vue, car en réalité, toujours, dans toutes les activités de l'être humain, la trahison y comprise, il y a ce qui s'appelle les invariants. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des choses qui bougent et il y a des choses qui bougent pas. Les historiens, les géopoliticiens, tout le monde sait qu'il y a des invariants. Et dans toute la Méditerranée orientale, y compris la Grèce, et je vais vous le prouver, si on remonte de là, pour englober tout le grand Moyen-Orient, qui va de l'Iran en gros à la Libye, avec toute la péninsule arabe, l'Égypte, etc. Il y a une manière de faire la guerre, une manière de se combattre, une manière de traiter ses ennemis qui est constante depuis, allez, si on prend aujourd'hui, 25 ou 26 siècles. Pendant qu'il y avait la guerre civile au Liban, je donnais des cours, j'étais chargé de cours à l'école de guerre et j'avais des officiers en face de moi qui étaient très intéressés par ce qui se passait là-bas. Je leur ai dit, écoutez, je vais vous lire un petit texte et vous allez tout comprendre. Je leur lisais un petit texte d'une dizaine de lignes dans lequel il était mentionné tout ce qui s'est produit au Moyen-Orient, la terreur, ce qui se répand de ville en ville, les coalitions temporaires, etc. Et le petit texte se terminait par ces mots. Et c'est ainsi que de proche en proche, la guerre civile se répandit dans toute la Grèce. Alors, il levait le doigt en me disant, non monsieur, vous vous trompez, c'est le Liban. Je disais, eh bien non, c'est la conclusion de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, voilà, et 25 siècles. Donc, il y a 2500 ans, dans ce qui est aujourd'hui une partie de la Grèce, de l'Union européenne, vous aviez une manière de faire la guerre qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. On va passer un peu en Corse aussi. C'est dans la culture méditerranéenne, dirons-nous, de la Méditerranée orientale. Voilà. Mais surtout, dans cette région-là, ça a perduré au quotidien. Et ces méthodes-là sont rassemblées et réunies sous un nom qui est celui de la stratégie indirecte. Et c'est l'analyse de la stratégie indirecte adaptée à ce qui s'est passé au Bataclan, à ce qui s'est passé à Bruxelles, à ce qui s'est passé lors de toute la vague d'attentats récentes qui a frappé l'Europe, en disant, est-ce que on étudie ces phénomènes-là, ces actes de terrorisme, à la lumière de ce qui se pratique régulièrement au Moyen-Orient, séculairement, qui est la stratégie indirecte, est-ce que ça a un sens? Oui, ça a un sens, et je tente de le démontrer dans le livre, et ça permet d'en arriver tout de suite à la conclusion, qui est grave, parce que vous savez que toute maladie qui n'est pas bien diagnostiquée peut reprendre, elle peut revenir. Quand c'est pas éclairci, ok, ça peut recommencer. Eh bien, à un moment donné, la conclusion à laquelle j'en arrive est que, au moment du 11 septembre 2001, le choc a été si brutal pour la planète entière. D'abord, c'était la première fois que les États-Unis étaient attaqués sur leur sol, et encore plus gravement que Pearl Harbor, parce que Pearl Harbor, c'était une sorte de colonie insulaire au milieu du Pacifique, mais là, sur le sol américain même, dans l'espèce de capitale économique et culturelle du monde, des États-Unis pour le monde entier, avec cette capacité qu'a l'Amérique de propulser ses images partout dans le monde entier, vous avez eu cet acte-là, et lors de l'acte en question, la possibilité même qu'il puisse y avoir un terrorisme d'État a disparu de la conscience de l'opinion, mais également des gens qui nous dirigeaient. La réalité du terrorisme d'État a été admise par tout et chacun pendant la guerre civile du Liban, vous vous souvenez, dans les années 80-90, les attentats y compris en France, ça a disparu complètement. Il y avait un ennemi qui était Oussama Bin Laden, il y avait une organisation en cause qui était Al-Qaïda, et puis tout le reste s'est volatilisé. Or, ce que je tente de démontrer,
c'est que les actes de novembre 2015 à mars 2016 entre la France et la Belgique puent quand même assez fort le terrorisme d'État. Ça, c'est effectivement une idée que vous expliquez dans l'ouvrage, c'est qu'il n'y a pas de mouvement terroriste coordonné sans un État qui le soutient. Donc, vous citez un rapport d'enquête américaine qui converge vers l'Arabie Saoudite et vers les services saoudiens pour l'attentat du 11 septembre 2001. Donc, Arabie Saoudite qui est censée évoquer l'allié des États-Unis, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort et grave. Pour les attentats qu'on connaît en Europe, je pense à la Belgique, à la France, à la Catalogne, quel pourrait être l'État qui a derrière, s'il y a État qui soutient, ou est-ce qu'on a quelques rapports d'Interpol, de services de renseignement et autres? Alors, il faut recommencer par les fondamentaux. Pourquoi cette histoire de terrorisme d'État est patente en ce qui concerne l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis? Après ça, on reviendra à l'autre. J'ai interrogé dans ma vie, et puis même récemment, beaucoup de terroristes. J'ai parlé à beaucoup de terroristes, notamment du Moyen-Orient. J'ai parlé à des gens qui ont des responsabilités en matière d'opérations spéciales dans l'armée française, mais pas uniquement. Tout le monde est d'accord sur un point, il n'est pas possible de monter une opération de commando lourde et durable, il n'est pas possible de monter un attentat lourd et important sans un réseau logistique de soutien. D'abord, il y a des gens qui font les repérages, d'abord, il y a des gens qui louent les planques, qui font ceci, qui font cela, après ça, il y a des gens qui arrivent et qui agissent. Que ceux-ci, par la suite, survivent ou pas, que ce soit un commando suicide ou non. Il n'est pratiquement... Mes interlocuteurs me disent tous qu'il n'est pas possible de faire quelque chose de l'ordre du 11 septembre ou de l'ordre de Bataclan, Zaventem, etc., 2015-2016, sans avoir un commando de soutien. Dans le cas du 11 septembre, on n'a jamais arrêté personne du comité de soutien, du commando de soutien aux États-Unis. Jamais personne. Il y a eu 19 individus qui ont sacrifié leur vie dans des avions, ça ok, on a leur nom, ils sont tous morts, mais personne d'autre n'a été arrêté. C'est inouï. Il y a une opération qui a été montée pendant pratiquement 2 ans auparavant. On sait que la décision de frapper l'Amérique nominalement par les dirigeants d'Al-Qaïda, alors réfugiés en Afghanistan, a été prise 3 ans avant. Vous avez une sorte de PME qui a fonctionné de 50 personnes ou plus, qui a fonctionné mondialement pendant 3 ans, dont on savait qu'elle était implantée au Pakistan, qu'elle était implantée en Espagne, qu'elle était implantée à Hambourg, qu'elle était implantée aux États-Unis même. Personne n'a été arrêté. Eh bien, personne n'a été arrêté pour une raison bien simple, et maintenant on le sait, ce sont des actes de justice, de la justice de New York. Le commando de soutien, le commando d'appui aux gens du 11 septembre était composé et fonctionnait à l'intérieur de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, du Royaume d'Arabie Saoudite aux États-Unis. On le sait puisqu'on a le nom de l'individu qui dirigeait ce groupe d'appui, c'était le secrétaire d'un prince saoudien qui était l'ambassadeur en titre du Royaume à ce moment-là, à Washington. Donc vous voyez que c'est une affaire très grave. C'est du terrorisme d'État. Un État, je vais dire soutien concret, c'est quoi? C'est d'avoir attendu les gens qui arrivaient aux États-Unis au pied de l'avion, de leur avoir procuré des logements, de les avoir entretenus, payés pendant 1 an, le temps qu'ils apprennent à piloter, etc. Et entre la région de Washington, la Californie où certains étaient, etc., la Floride où ils prenaient les leçons pour voler. Et tout ça s'est fait dans l'impéritie la plus totale. Et à un moment donné, un monsieur qui dirigeait une école de pilotage en Floride a été voir le FBI à Miami en disant il y a un truc bizarre chez des gens chez moi là, ils ont des barbes comme ça et puis ils veulent bien apprendre à piloter les avions, ils veulent bien apprendre à décoller, ils veulent bien apprendre à voler, mais ils s'en foutent, ils viennent pas au cours où on apprend à atterrir. Vous trouvez ça curieux? Quand même, ça. Et réponse du FBI, circulez, il y a rien à voir, vous pouvez rentrer chez vous, c'est pas grave, c'est pas voilà, etc. C'est comme ça que ça s'est produit. Naturellement, ce directeur d'école était sur toutes les télévisions américaines le 12 septembre pour dire ah bah oui, bah c'est bien les mêmes, et c'était trop tard. Donc vous voyez, les terrorismes d'État, ça explique. Alors pourquoi un État comme l'Arabie Saoudite, le Royaume d'Arabie Saoudite, la famille Saoud, dont la survie dépend des États-Unis, est entré dans une logique qui l'a amené à soutenir même indirectement un commando qui frappait l'Amérique au cœur, on est dans la stratégie indirecte. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, et donc des considérations locales l'ont
vous savez, scier la branche sur laquelle on est assis, c'est ça qui s'est produit. Et naturellement, les mêmes symptômes, la même présence de commandos de soutien, de groupes de soutien, de groupes d'appui depuis le fin fond de la zone Irak-Iran jusqu'à la banlieue parisienne et jusqu'à la banlieue de Bruxelles, c'est inouï. Vous avez au total plus de 150 individus impliqués là-dedans. Les actes d'accusation de la justice française qui sont terminés maintenant puisque le procès va avoir lieu Covid permitting à l'automne 2021. On a la liste des noms. On sait les dizaines de plans que les individus qui étaient spécialisés dans le fait d'aller chercher les types, de les faire passer par les camps de réfugiés en Grèce, de les convoyer tout au long de la route des Balkans avec des planques déjà en Hongrie, puis des planques en Belgique, une dizaine de planques autour de Bruxelles spécialisés, les faux papiers, voilà. Alors ça, c'est la réalité. En même temps, vous regardez quels sont ceux qui ont été capturés ou quels sont ceux qui sont morts dans cette opération-là. Vous avez des petites racailles de banlieue. Vous avez les Abaoud, vous avez les Abdeslam, qui sont très bas de plafond. Hein. Ce sont des gens qui étaient les jours pairs, toxicomanes, les jours impairs, ils prenaient des cuites à la vodka, et puis de temps en temps, ils allaient à la mosquée pour dire Allah, pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Mais c'était des gens extrêmement confus dans leur tête. Un des frères Abdeslam avait déjà fait de la prison pour détrousser des cadavres. Vous voyez le niveau, c'est-à-dire qu'il conduisait une ambulance et quand il y avait une vieille dame ou un vieux monsieur qui était mort et qui devait conduire l'ambulance à la morgue, il piquait les bijoux. Vous voyez, c'est ça le niveau. Que des gens comme ça soient capables de monter une opération sophistiquée qui dure 1 an et demi et qui affecte 2 continents et qui commence à un bout au fin fond de la zone Irak-Syrie et qui se termine dans 2 capitales européennes, c'est impossible. J'ai demandé à des gens là aussi qui ont une expérience concrète de ça, ils disent voilà. Alors dans ces conditions-là, ça laisse ouverte l'hypothèse d'un acte de terrorisme piloté pour des raisons qui restent à comprendre, mais cette hypothèse-là, à mon avis, est très sérieuse. Et dans ce cas-là, c'était qui? La première fois, c'était l'Arabie Saoudite, c'était les Syriens qui se vengeaient, c'était... Je crois que la responsabilité la plus grave incombe à un moment donné à des gouvernements qui ont agi de manière extrêmement imprudente. Et la raison pour laquelle ils se sont comportés de manière imprudente, je la décris dans mon livre. Certains de ceux qui étaient visés par l'action de la France et de la coalition au Moyen-Orient, c'est-à-dire les Iraniens, c'est-à-dire les Syriens, c'est-à-dire des gens dans des minorités à l'intérieur de l'islam, ces gens-là sont menacés par l'islam dominant sunnite depuis des siècles. Depuis des siècles, vous m'avez parlé de, voilà, exactement, de la Syrie et des Alaouites. Les Israélites, tout ça, c'était. Voilà. Les Druzes, les Kurdes. Vous avez des gens qui, des fois pendant des siècles, ont subi pratiquement ce que les nazis ont fait subir aux Juifs en Allemagne pendant 13 ans. C'est-à-dire destruction dès qu'ils sont trouvés, etc. Donc, ces gens-là ont développé des méthodes de survie, des méthodes de combat invisibles, etc. Et quand on marche sur la queue de ce serpent-là, il faut s'attendre à se faire mordre. Et donc, à un moment donné, quand Monsieur Fabius a expliqué, à la télévision, que les groupes terroristes syriens faisaient du bon boulot en Syrie, à un moment donné, du côté du régime syrien, il y a peut-être des gens qui ont peut-être eu dans l'idée de lui dire, bon, on va lui faire goûter à la monnaie de sa pièce, on va lui montrer que le terroriste c'est pas drôle, et donc je pense qu'à un moment donné, la France a eu une attitude extrêmement, négligente. Il voulait envahir la Syrie, à la limite. Les Américains et les Anglais aussi pour se débarrasser des Assad et des voilà. Et alors, donc ça laisse des traces, ce genre de menace. C'est plus vite fait que dit. Exactement. Et donc, à un moment donné, je crois que pour employer une image que tous les gens qui font du jardinage comprendront, des pays comme la France ont marché sur les dents du râteau et ont fini par prendre le manche du râteau en pleine tête. Voilà. Et donc... c'est des gens qui connaissaient rien au Moyen-Orient. Exactement. Ce sont des décisions... Alors, cette espèce d'innocence, si vous voulez, ou d'ignorance coupable, elle est récente. Il n'y a pas si longtemps de ça, on avait des gens que j'ai bien connus, comme le général Rondeau, qui, eux, savaient très clairement
dans le renseignement français qui savaient très clairement les tenants et les aboutissants, jusqu'où on pouvait aller, quel signal envoyer, quand se fâcher et quand être amical, etc. Tout ça semble avoir été perdu et s'être volatilisé et a débouché sur des actes en Europe terribles. C'est amusant ce que vous dites, et je m'excuse, je vais vous laisser la parole, mais parce que ça m'amène à d'autres sujets. J'ai reçu ici d'autres personnes comme vous, bien sûr, mais sur tous les sujets, on trouve la même chose, c'est que autrefois, 20 ans, 30 ans, 40 ans, le personnel dirigeant était entouré de gens très compétents en général, qu'il s'agisse pour les infrastructures, c'est des corps des mines, enfin. Et ce que disaient ces personnes, c'est qu'aujourd'hui, ils sont entourés de communicants. Et qu'il n'y a plus de gens compétents autour des personnels politiques pour leur dire non, ça, il faut mieux pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire, pour essayer de leur expliquer. Attention danger. Est-ce que c'est une impression que vous avez dans ce domaine aussi? Mais c'est une certitude. C'est une certitude. Donc, il m'est arrivé de me trouver, j'en dirais pas plus, parce que il y a des confidentialités qui doivent être respectées. Mais une fois, je me suis trouvé autour d'une table. Dans l'état-major d'un service de renseignement important français, il y avait devant moi un monsieur qui avait un rang militaire important et autour de lui toute une dizaine d'individus des deux sexes qui étaient là pour faire la com et il avait du mal à se faire entendre et à la fin c'est pas lui qui décidait quoi. Et c'était les décisions se prenaient en termes de est-ce que je vais avoir un article dans Paris Match ou machin ou chose. C'est pas une bonne idée de confier la gestion du thermomètre à des gens qui savent pas s'en servir, quoi, et à quel endroit le mettre. Donc, et qui peuvent le casser. Voilà, exactement. Donc, je suis sorti de là assez inquiet quand même en me disant, ouf, voilà. Alors, c'est pas toujours le cas. Vous savez, le poisson pourri par la tête. La base et les échelons moyens de tous nos services sont composés de gens extrêmement compétents, qui savent de quoi ils retournent, qui ont... Qu'est-ce que c'est qu'un expert? C'est pas quelqu'un qui a l'expertise, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Vous avez dans tous nos services des gens qui, quand ils se trouvent devant une situation donnée, disent j'ai déjà, comme le médecin à l'hôpital, ok, j'ai déjà vu ça 10 fois, alors faites tel examen, je suis sûr qu'on va tomber. Et voilà, des gens qui sont compétents. La compétence, c'est ça. Mais au sommet, les considérations qui amènent à la prise de décision sont de l'ordre de mon passage aux 13h ou aux 20h, ma réélection, machin, etc. On a affaire à une génération de dirigeants, j'en fais pas une question de parti politique, hein, c'est très fréquent, qui sont un peu comme les rois fainéants et les nouveaux maires du palais sont les gens qui font de la com. Dans l'ignorance la plus absolue du fait que, par exemple, à la mode Beuvron, les choses se passent pas de la même façon qu'à Alep. Il y a un élément, donc dans votre ouvrage, vous expliquez que le terrorisme est très souvent lié à des États qui l'organisent, voire même tout le temps il y a des États. Il y a une idée qui circule en France depuis plusieurs années, qui est celle de l'explosion des banlieues, et en disant un jour ça va exploser et donc on va avoir une rébellion dans les banlieues. Si je suis un peu votre raisonnement, mais enfin vous me direz si mon raisonnement bien est juste ou pas, si ce sont des États extérieurs qui organisent des actions de terrorisme, ça veut donc dire qu'en tant que tel, il peut pas y avoir d'explosion de banlieue, on va dire sui generis. Il faudrait que le détonateur vienne de l'extérieur. Et qu'on resterait plutôt dans les endroits aujourd'hui dangereux, dans de la criminalité un peu de base. On brûle quelques voitures, on fait du trafic de drogue. Mais pour monter au stade du dessus, il faudrait un État extérieur qui interviendrait pour faire le détonateur. Alors j'ai plusieurs raisons de vous répondre. La première est que la stratégie indirecte, c'est le jeu du Moyen-Orient. Le terrorisme du Moyen-Orient a toujours, depuis ses premières manifestations à la fin des années 60, les premiers détournements d'avions par les Palestiniens, etc., les affaires qui succèdent au massacre, voilà, Kadhafi et tout ça, le terrorisme du Moyen-Orient fonctionne comme le cœur humain. Diastole, systole, il y a des moments où il se reconcentre sur place et des moments où il se répand, des moments où il est utile pour ceux qui manipulent ce jeu d'agir sur le terrain et à proximité, et des fois où il faut expliquer à d'autres à l'étranger, montrer les dents, attention, t'as pas intérêt, etc. Donc c'est culturel toute cette forme de guerre. Et la réalité de base,
et que le terrorisme du Moyen-Orient n'a pas le même objectif que le terrorisme pratiqué dans le temps en Europe par ETA, par l'IRA, etc. Voilà, Action Directe et autres. Le terrorisme au Moyen-Orient vise à faire revenir un adversaire rétif à la table de négociation. Ça n'est pas une vengeance, ça n'est pas un instinct sadique et destructeur gratuit, c'est faire revenir des gens à la table de négociation. La France, à un moment donné, arme Saddam Hussein dans la guerre Irak-Iran. L'Iran demande à ce qu'on rééquilibre en leur donnant aussi des armes dont ils ont besoin. La France dit non, on est avec Saddam. Des bombes explosent dans les rues de Paris et à ce moment-là, Paris comprend qu'il faut peut-être négocier avec les Iraniens parce qu'on a dû rater une marche et rater un épisode. C'est ça le terrorisme. Est-ce que vous parlez des bombes qui ont explosé pas loin d'ici, par exemple ? Voilà, ou en tout cas ou dans le métro, ou alors de rue de Rennes en 85, 86, etc. et tout ça était un appel du pied du style voilà. À un moment donné, dans la guerre Irak-Iran, toujours pareil, un des deux interlocuteurs de la guerre. Manque de pétrole parce que les champs de pétrole ont été bombardés, etc. Il fait appel à un pays voisin. Le pays voisin dit qu'il a pas trop envie. Son consul général à Beyrouth est enlevé, kidnappé, torturé. Ah bah évidemment, après ça, le pétrole arrive. Vous voyez, le terrorisme a un but comme ça. Positif, c'est destiné à rouvrir une négociation et à faire à de la contrainte. Celui qui demande à la rouvrir, il est en position de faiblesse. Voilà. Exactement. Il est toujours en position de faiblesse. Voilà. Alors, c'est ça qui s'est produit. Et puis, deuxièmement, dans la région, vous avez naturellement cette manière de faire qui est constante. Mais la plupart du temps, ça s'applique à la région elle-même. C'est-à-dire que dans la région, un groupe terroriste, une guérilla, un groupe, une scission d'un groupe dont on peut penser qu'on peut le manipuler parce qu'il est faible, en réalité assez isolé, il est systématiquement racheté à la baisse par un des services de renseignement de la région, et la région, que ce soit... Tout le monde a joué à ça, hein. Et Hafez al-Assad, bien sûr, Kadhafi, évidemment. Le seul qui était pas trop favorable à cette démarche-là, le pauvre, c'est Saddam Hussein, qui avait une conception de la guerre plus classique et plus européenne. J'envoie mes blindés en Iran, envahir ces sauvages et puis on verra bien. Mais il était pas trop... C'est lui qui avait fichu Abu Nidal dehors de Bagdad, hein, quand il est arrivé aux commandes en Irak. Donc tout le monde joue à peu près à ça, et ça consiste à récupérer un pitbull et se servir du pitbull pour aller mordre les gens en face. D'usage à proximité, mais quand le danger s'accroît, naturellement, on peut aller jusqu'à l'Europe. Et à ce propos-là, vous avez dans tous les groupes terroristes un truc qui porte un nom du style direction des opérations à l'étranger ou un truc comme ça. C'est ce qui sert à préparer le terrorisme international. Le groupe nommé État islamique avait un service de renseignement qui s'appelait Amniyat en arabe et qui comportait une direction des opérations à l'étranger. Et c'est cette direction-là qui a fomenté les attentats de Bruxelles et de Paris entre la fin 2015 et le début 2016. Mais ça, c'est un grand cas. Tout le monde joue à ça. Ça étonne pas plus les gens de la région que les règles du football n'étonnent les supporters du Paris Saint-Germain. C'est normal, c'est la manière de faire. On marque des buts, il y a des pénaltys, ok, ben voilà, c'est pareil. Et comment se fait la connexion entre nos terroristes en Europe et puis ces États qui jouent ce rôle? Il y a des intermédiaires, il y a des personnes qui sont présentes sur le territoire français, par exemple, qui servent pour le recrutement? Alors, ils ont beaucoup de mal. Je peux vous dire, parce que involontairement, j'ai celui qui a mis la main, enfin plutôt il a mis la main sur moi, il y a longtemps, sur un des principaux défecteurs du groupe islamique armé algérien. Cet homme avait été un peu banni par ses copains du GIA parce que lui était contre le massacre systématique de tous les habitants d'un village, et donc il était passé un peu pour mollasson auprès de ses camarades du GIA. Compte tenu des mœurs du GIA, les autres voulaient le tuer. Il a réussi à s'enfuir et il s'est réfugié en France. Et une fois, j'avais été invité à la télévision, dans une émission, grande émission, La Marche du siècle, à l'époque, une heure de grande écoute. Et quelques jours après, cet individu
a téléphoné à l'Institut de criminologie, parce qu'il était dit que j'étais prof à l'Institut de criminologie. La secrétaire du GIA, la secrétaire de l'Institut de criminologie, qui me dit affolée, monsieur, il y a un monsieur du GIA au téléphone. Alors je lui dis, rassurez-vous Ginette, personne n'a jamais assassiné quiconque par téléphone, donc votre vie n'est pas en danger, passez-le-moi. Et donc le type dit, oui, ce que vous avez dit sur le vrai islam, vous êtes un homme sincère, j'ai envie de vous parler. Et donc je l'ai vu, et puis j'ai longuement discuté avec lui. C'est un des fondateurs du groupe islamique armé. Afghan, c'est-à-dire militant islamiste en Afghanistan pendant 7 ou 8 ans, un vrai dur. Hein. Donc lui était rentré en Algérie, il avait été le chef du service d'ordre du Front islamique du salut pour la zone d'Alger, donc un poste très important, et il était parti avec les durs après l'espèce de révolution intérieure de palais en Algérie de 92, il était parti fonder le GIA. Donc lui m'a dit à quel point ils avaient du mal à recruter des gens en France. Il était indigné. Il m'a dit qu'une fois, il avait trouvé un petit groupe, il pensait qu'ils étaient bien, et un beau jour, il en avait surpris un en train de se cacher dans les toilettes pour fumer pendant le ramadan. Il était horrifié, il dit, mais ça, c'est pas un révolutionnaire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des gens comme ça qui trichent le combat pour Dieu, la sincérité, le sacrifice, etc. Donc, ils n'étaient pas très confiants sur la qualité du matériel humain qu'ils pouvaient recruter en Europe. Et de ce que je sais, ça s'est pas vraiment amélioré depuis. Les petits loulous dans les cités, il y a des exceptions. Vous avez vu, il y en a qui ont été capables de mourir de manière naturellement fanatique, etc. Tout ce qu'on veut, mais quand même, les Abdeslam, ils ont été sacrifiés leur vie et tout. Les Kouachi aussi. Mais ces exceptions-là sont très rares. Donc je pense que les invariants, les règles qu'a édictées au début du XXe siècle Mao pour la guérilla sont toujours valides. Hein. L'idée qu'une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine, il n'y a pas beaucoup d'étincelles pour mettre le feu à la plaine en France. On a affaire à des voyous qui sont capables de monter des gros trafics de drogue, qui sont capables de prostituer des mineurs, qui sont capables de voler des voitures. C'est pas Che Guevara pour autant, quoi. En fait, ils sont pas prêts à sacrifier leur vie. Ils veulent avoir un... Ils préfèrent vivre à Dubaï avec plein de fric Voilà. et puis des fausses blondes, c'est certain. Et pour faire la révolution, on a des gens qui sont prêts à mourir. Totalement, bien sûr, mais là, c'est pas leur objectif. Qu'est-ce qu'ils veulent, c'est se remplir les poches, et puis voilà, quoi. Tout vaut mieux que de se lever le matin à 5 heures pour aller visser des boulons à l'usine, ou alors, pire encore, être au chômage avec une somme pitoyable, et pas pouvoir frimer, pas pouvoir s'acheter des vrais Nike avec du vrai sang humain à l'intérieur, et toutes les pitreries de la sous-culture américaine qui les fait vibrer, quoi. Dans le chapitre que vous consacrez au terrorisme en Catalogne, vous montrez que le réseau est assez nombreux. Il y a quand même beaucoup de monde qui sont dans le réseau. Bien sûr. Les loups solitaires, ça n'existe pas, quoi. D'ailleurs, on l'a vu avec l'attentat de Nice récemment, qui était présenté comme un loup solitaire, qui est un type qui débarque et qui le lendemain commet l'attentat. En fait, on s'est rendu compte par la suite qu'il avait des connexions. Il n'était pas tout seul. Évidemment, l'être humain est incapable de faire quoi que ce soit tout seul, quoi. On sait ça depuis à peu près la préhistoire. Alors non, simplement, les histoires de loups solitaires, c'était monté pour expliquer des échecs. Ah ben, il est tout seul, comment voulez-vous qu'on le trouve? La logique de l'aiguille dans la meule de foin, etc. C'est totalement faux. Alors, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faut savoir ce qu'on appelle entourage. L'entourage, c'est pas forcément une organisation. Dans le cas de Breivik, c'est sa mère qui l'aide à faire des trucs, mais totalement isolé, c'est jamais, quoi. Et donc cet entourage, ça peut être des gens qu'ils ont rencontrés sur un réseau social, une conversation téléphonique, un copain de la tour d'immeuble. Voilà. Les copains de la cage d'escalier pour les Kouachi ou les Abdeslam ou les copains du village de Molenbeek. Et ça passe souvent par les ambassades, apparemment par les services diplomatiques des États musulmans qui seraient en Europe, j'imagine. Il y a beaucoup de ces contacts. S'ils trouvent des gars prêts à se sacrifier, alors ça viendra plutôt de ce genre de personnes. Alors, les gens, pour tout au moins ceux qu'on connaît, sont très prudents dans ces cas-là parce que dans les ambassades des pays en question, il y en a au moins autant qui sont prêts à les trahir que d'autres qui sont prêts à les aider. Alors, dans le temps, c'était un homme plein d'humour, donc une fois je parlais avec Charles Pasqua des
des lettres confidentielles. Il me dit, je les lis jamais parce que dedans il y a au moins autant de conneries que de choses vraies et je sais jamais quelle moitié est laquelle. Vous voyez? Et ben voilà, c'est pareil. Donc le type qui vous dit mais oui mais on va t'aider, etc. Est-ce qu'il travaille pour ses services et qu'il est prêt à faire une note sur vous? L'est-il vraiment? Non. Ce qu'on a vu, c'est parce que dans le cas de 9/11, c'était l'ambassade d'Arabie Saoudite qui bossait à plein. Bien sûr. En Europe, on n'a pas vu l'équivalent. D'accord. En Europe, on n'a pas vu l'équivalent. Cependant, il faut bien réfléchir à une chose, c'est que à peu près tout le temps en Europe, vous avez des groupes libanais chiites qui, eux, sont dans le fond beaucoup plus redoutables, même si on sait comment les désamorcer, hein, si on le veut, mais qui sont beaucoup plus redoutables que même Al-Qaïda parce qu'ils n'ont pas une valise diplomatique, mais ils en ont deux. L'Iran et la Syrie de Bachar. Donc il faut faire attention à des gens qui ont ces capacités-là. Un beau jour, les Iraniens ont eu un petit peu assez que les Israéliens fassent des cartons sur leurs savants nucléaires dans les rues de Téhéran. Il y a un autobus de touristes israéliens qui a sauté en Bulgarie. C'était une manifestation du allez pas trop loin parce qu'autrement vous voyez nous aussi, etc. Donc là aussi c'était un appel, revenons à la raison, vous voyez, vous n'êtes pas les seuls à savoir jouer à ça et faites attention un petit peu. Donc ça c'est, mais vous voyez, des fois ça va se passer sur place, dans les rues de Téhéran ou quelque part en Syrie, d'autres fois ça débouche en Europe parce que la respiration, la diastole-systole fait que des fois c'est à l'intérieur, des fois c'est à l'extérieur. Donc ce qu'il faut dans un état, alors naturellement, on peut pas empêcher, vous savez, il y a des farfelus de véganes qui veulent rendre leur chat végétarien. Non, ça marche pas, quoi. Il faut simplement voir la chose suivante, que quand on a affaire à ce genre de situation, il faut savoir les prévoir. Il faut que, à la tête de l'État français, il y ait des gens qui arrivent à imposer leur point de vue en disant faites pas ça, c'est pas prudent, ça va nous revenir dans la figure. Et contrairement à ce qui se passait dans la période précédente ou après les attentats dans les rues de Paris, vous savez 85, 86, etc. Puis après ça les attentats du GIA, des méthodes avaient été trouvées dans les services spécialités qui permettaient de désamorcer en gros les choses. Et à un moment donné, parce que c'est des choses, ça s'apprend pas dans les livres, quoi. Ah ben non. C'est de l'expérience personnelle. Vous avez donc, à partir de ce moment-là, d'une certaine période, quand les gens en question sont partis à la retraite, eh ben, cette science s'est perdue. Voilà, cette science s'est perdue. La science du désamorçage des choses au Moyen-Orient. Et la façon dont ça se passait, si j'imagine que le pays du Moyen-Orient qui en avait fait une mauvaise faveur, appelait son correspondant dans ce genre d'organisation en lui disant dites donc il faudrait peut-être arrêter les bêtises parce que sinon ça va s'agacer. J'imagine qu'il devait y avoir des contacts, c'était des contacts humains qui créaient cette facilité à désamorcer. On prévenait qu'il fallait peut-être arrêter, quoi. Je vais vous dire une chose. La démonstration peut pas être plus éclatante. À un moment donné, l'Iran et tous ceux qui étaient dans le même camp ont trouvé ce que la France faisait entre le Liban et l'Irak, etc., très désagréable pour eux. Ils l'ont fait savoir de manière extrêmement éclatante, à la suite de quoi Jacques Chirac, à la télévision, a eu les mots qu'il fallait et a fait les gestes qu'il fallait accomplir en pareil cas, et par la suite, pendant 17 ans, il n'y a pas eu un coup de feu de tiré en direction de quiconque était français ou d'attentat au Moyen-Orient. Ça veut dire que voilà, on arrive à trouver un deal avec X ou Y et après ça, les choses se calment immédiatement. Il y a un bouton marche-arrêt. Quand le président Bush, le père, celui qui était habile, a appelé Hafez el-Assad en lui disant alors voilà, on va faire la guerre à Hafez el-Assad et donc c'est plus vous le méchant à Saddam Hussein, pardon. Et donc vous, Hafez el-Assad, c'est plus vous le méchant et donc c'est l'autre. Et Hafez el-Assad a répondu c'est plus moi le méchant. Alors Bush lui a dit écoutez, on peut pas vous mettre dans la coalition parce que on a beaucoup de choses à vous reprocher, mais faites pas le malin, restez tranquille, faites-vous oublier, tout se passera bien. À la minute, la guerre civile au Liban, qui était inexpiable, qui durait depuis 15 ans, qui s'aggravait, tout s'est arrêté net et au coup de sifflet.
regardez entre le moment où la coalition se prépare à attaquer Saddam Hussein et le moment où la guerre civile s'arrête au Liban, mais c'est au coup de sifflet, c'est dans la matinée. Plus un coup de feu tiré, rien. Avant, c'était les enlèvements, les bombes, ça pétait dans toute l'Europe à partir du Liban, etc. Tout s'est arrêté au coup de sifflet. C'est-à-dire que dans toute société, il y a une espèce de parrain. Et quand au sens mafia du terme. Et quand le parrain a parlé, tout le monde s'écrase, quoi. Il y a un bouton marche-arrêt. C'est ça. Voilà, le bouton, hop, on arrête. Qui sont toujours le chef de la tribu. Enfin, c'est plus des tribus, mais c'est... Oui. Donc là, si vous voulez, cette réalité-là, elle est constante. C'est un invariant. Et je crois que dans les affaires qui nous ont frappés entre 2015 et 2016, en Europe et singulièrement en France et en Belgique, on n'a pas respecté un certain nombre de règles, on a ignoré les règles de la stratégie indirecte. Alors, il y a deux manières de mal se conduire dans la vie. Il y a le fait de commettre des crimes et aussi gravement, parce que c'est puni dans le droit pénal, le fait d'être un pouce au crime, d'inciter les gens à faire des crimes. Je crois que là, les torts sont partagés. On a à un moment donné, on a été délibérément marché dans le champ de mine. Et ça, c'était Fabius. Mais il n'était pas seul. Non, il a eu la langue un peu plus longue que les autres, mais à l'époque, tout le monde... il était ministre des Affaires étrangères, non? Oui. C'était donc celui qui était autorisé à parler, littéralement. Effectivement, mais des fois, il vaut. Comparons des choses comparables. En matière de ministre des Affaires étrangères socialiste, Monsieur Le Drian a des propos bien plus mesurés que Monsieur Fabius, quand même. Un autre sujet qu'on entend beaucoup sur la question du terrorisme, c'est le fait que ce serait lié à la pauvreté. Et donc on explique qu'on va, en développant les pays, on va assécher la pauvreté, et donc que le terrorisme disparaîtra. Ça vous fait rire. Oui, ah bah oui, je rigole. On dit la même chose d'ailleurs pour la criminalité. On explique que s'il y a des criminels, c'est parce qu'ils sont pauvres, oui, et que lorsque les pays se développeront, la criminalité disparaîtra d'elle-même. Oui, oui. Et vous avez remarqué que pour expliquer, prouver la logique de cette affirmation-là, à quel point Oussama Bin Laden était lui-même un fils de la classe ouvrière, élevé dans un ghetto. Exactement. Et voilà. Donc c'était exactement. Et c'était. Qu'un devait être plus riche qu'Abel d'ailleurs, puisque c'est un forgeron et que l'autre c'était un berger. Alors. Qu'un Abel, c'est quand même le début de la criminalité, quoi. Exactement. Donc c'était pas le plus pauvre qui tuait l'autre, hein. Eh ben non. Et comment dire, dans le cas de la famille Ben Laden, je connais des membres de la famille Ben Laden personnellement. Hein. C'est Bouygues au Moyen-Orient. C'est ça. C'est le plus gros bâtiment travaux publics, la plus grosse boîte de BTP de tout le Moyen-Orient. Et alors, à un moment donné, le chef des services de renseignement du Royaume d'Arabie Saoudite avait demandé à quelques grandes familles de donner un de leurs fils pour aider le djihad, pour montrer à quel point l'invasion de l'Afghanistan par un pays athée et communiste, l'Afghanistan, pays musulman, par un pays communiste et athée comme l'Union soviétique était odieux et qu'il fallait aider ce djihad-là et tout. Et puis le petit Oussama de la famille, de gosse de riche, hein, a été, mais les souhaits de ses mentors ont dépassé un peu, outrepassé un peu leurs espérances. Alors à la fin, il a dit mais c'est vrai, mais c'est pas normal. Et puis d'abord, qu'est-ce que les Américains foutent chez nous en Arabie Saoudite? Bon, on connaît la suite, quoi. Mais c'était tout sauf une histoire de vous prenez tous ceux qui ont sacrifié leur vie le 11 septembre dans les avions. Il y avait un docteur, un architecte, des gens comme ça. C'est pas du tout une histoire de prolo, quoi. Hein. Alors, quant à la misère. Vous vous souvenez, la misère qui génère le crime, vous vous souvenez de la célèbre réflexion de Lionel Jospin, j'ai été naïf. Alors le pauvre, il croyait qu'il fallait créer des postes d'apprentis et qu'à ce moment-là, les racailles allaient tous aller travailler à l'usine et que tout irait bien. Mais naturellement, c'est impossible. Et je vais vous le prouver, c'est enfantin. Enfin, on comprend pas que des gens puissent avoir encore des idées aussi idiotes dans leur tête. On va imaginer une minute qu'il y a un seul guichet pour obtenir un emploi. En France. Il y a un guichet, si vous voulez un emploi, vous allez à ce guichet-là. À votre avis, ceux qui sont susceptibles de basculer dans la criminalité, ils sont en tête de la queue devant le guichet ou à la queue de la queue?
évidemment, ils sont au bout de la queue. Donc, pour sortir un individu de la délinquance par le biais de la création de travail, il faut d'abord avoir asséché tout le marigot de tous ceux qui veulent un emploi à peu près légitimement et qui ont dans leur tête, avant d'avoir ceux qui se font pousser dans le dos, de allez, vas-y, tu verras, c'est bien, etc. Il est évident que des analyses sur des bassins d'emploi donnés aux États-Unis ont été faites, montrant qu'il fallait créer 100 000 emplois pour empêcher un gamin d'aller voler des carambars au supermarché, quoi. C'est naturellement impossible. Donc, ça ne marche pas. C'est une idée idiote. Ça n'a jamais marché. C'est de la bienséance pour dame patronesse de la gauche bobo et rien d'autre, quoi. Mais surtout, ça leur permet de ne pas prendre des bonnes décisions. Voilà. Parce que c'est plus de leur ressort qui serait de la police, mais c'est la société en général. De la grande âme, de la grandeur d'âme. Donc on se sent bien une fois qu'on a dit ça, quoi. Un peu agacé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Churchill disait de ses alliés américains, nos amis américains arrivent souvent à la bonne décision, mais non sans jamais auparavant avoir essayé toutes les autres. Alors là, on est un peu là-dedans, quoi. Alors il faut, après ça, ils se sentent pas bien, alors il faut leur donner des cours de psychologie, et puis les pauvres, et puis les autres sont racistes, et puis il y a ceci, et puis il y a cela. C'est naturellement tout ça complètement fictif. Les gens qui veulent bosser, ils bossent, quoi. C'est tout, point final. Y compris dans les banlieues en question. Le nombre de fois où j'ai accompagné des étudiants d'origine africaine ou maghrébine dans un endroit, leur dire mais non, mais je vous assure, il était mon étudiant. Vous savez, moi, vous me connaissez, il bosse très bien. C'est un excellent juriste à la fac de droit, à l'Institut de criminologie. Mais ceux qui veulent bosser souffrent du discrédit jeté par ceux qui justement ont vocation à devenir voyous ou alors à devenir terroristes comme les Abdeslam. C'est le délit de sale adresse, les cités hors contrôle en question. Mais je crois que... Donc vous ne faites pas de lien automatique entre, dans le fond, le terrorisme qui se passerait chez nous et l'appauvrissement d'un certain nombre de nos régions. Vous dites, ils peuvent actionner un certain nombre de gens chez nous, mais il faut d'abord qu'on leur ait joué à tour de cochon avant, ou qu'on soit en train de leur jouer un jour de cochon. D'abord, en fait, ils se révoltent tout seuls, quoi. Ils n'ont pas besoin qu'on les aide à se révolter. Il peut y avoir des émeutes, mais ça sera pas, il n'y a pas d'organisation encore pour une contre-guerre civile. Mais les émeutes, elles ont un objectif très clair, c'est pour éviter que les flics mettent leurs pieds dans les endroits où ils font les trafics. Une fois que les flics sont sortis de la zone en question, ou les gendarmes, ils vont pas chercher à s'étendre plus loin. Ils ont leur fief. Et puis, dans leur fief, il y a leur marché aux voleurs, il y a les gamines un peu en fugue là qui prostituent dans les caves, il y a la drogue à vendre, et puis le reste, ils s'en fichent, quoi, complètement. Voilà. Ces gens-là sont dans un monde obésien où tout le monde est en guerre contre tout le monde, à savoir qu'ils sont en guerre non pas contre l'État français ou contre le pape ou qui que ce soit, ils sont en guerre contre la bande d'à côté qui occupe la HLM d'à côté ou la tour d'à côté. Comment voulez-vous qu'un jour ils s'allient tous les quelques milliers qui sont pour descendre sur la présidence de la République? C'est absurde, ça n'aura jamais lieu. Ces gens-là sont... Voilà, donc on a affaire à des gens qui ont leurs intérêts immédiats en cause. Ils veulent du fric, ils veulent des voitures pour frimer ou des motos, puis ils veulent rien d'autre. Et là-dedans, il y en a très peu qui sont djihad compatibles, quoi. Très peu. Ce que vous expliquez, c'est que ce ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des criminels. Ou des gens un peu comme un peuple d'Antiquité, il y a toujours les villes et les nomades, et donc les nomades font des razzias contre les villes, comme les Vikings qui viennent attaquer les côtes normandes. Là, on est dans le même principe. On a des nomades qui font des razzias. Alors, les nomades qui vivent comme dans un lieu précis, mais enfin, ils font des razzias, ils volent, mais ils n'ont aucun projet révolutionnaire ou politique. Ils sont pas là pour renverser l'ordre établi. Sont pas des staliniens ou des trotskistes qui veulent faire la révolution. Ça n'a rien à voir. À un moment donné, j'avais une étudiante algérienne qui était algérienne d'Alger, quoi. Et à un moment donné, comme sa famille était très laïque en Algérie, elle était menacée, elle était à l'université Ben Aknoun à Alger, elle était menacée, donc elle est venue passer 2-3 ans en France le temps que ça se calme, et elle m'avait demandé de lui trouver un boulot. Alors elle était très efficace, elle bossait bien, et puis elle parlait à la fois l'arabe, le berbère, etc. Donc elle pouvait être utile dans ce contexte-là, et un copain, maire d'une ville de banlieue, l'avait mise à la tête d'une maison de quartier
dans un quartier où les gens qui dirigeaient la maison de quartier duraient une semaine avant de se faire casser la gueule, chasser, etc. Donc elle a pu s'imposer dans la maison de quartier. Elle voyait les petits tracailles en disant la prochaine fois que tu arrives au bled, moi je vais appeler mon cousin, il dirige la gendarmerie, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc elle avait réussi à s'imposer par la fermeté. Et elle venait me voir en me disant tes islamistes ils sont bidons. Les mecs ils disaient ouais Oussama il est trop cool. Alors cette semaine-là ils jetaient un cocktail Molotov sur la synagogue du coin, mais la semaine d'après ils avaient vu un feuilleton à la télé. Là ils étaient habillés comme les Bloods et les Crips, les gangs de Californiens, etc. Et ils avaient rien. Enfin voilà, c'était en fonction de la dernière mode. Alors elle aussi, elle me disait, ils viennent se cacher dans mon bureau parce qu'elle fumait, ils viennent se cacher pendant le ramadan pour fumer. Donc on tombe toujours, c'est pas des gens sérieux, quoi. Le djihad, c'est des gens qui s'engagent dans une voie. C'est pas des gens sérieux, mais c'est des gens désœuvrés. Et ça peut se transformer rapidement si un jour il y a quelqu'un qui se lève, c'est arrivé à plusieurs fois dans l'histoire. Oui. Que les gens désœuvrés vous vous souvenez les Mongols qui ont envahi la Chine? Ben, ils étaient tous, et puis d'un seul coup, il y a un type qui s'est levé, qui s'appelait Genghis Khan, et puis il a envahi la Chine. Parce que il a réussi à rassembler des tribus qui se mettaient sur la gueule depuis la nuit des temps. Voilà. Donc de temps en temps, vous avez un fédérateur qui se lève, et ça. C'est vrai, mais ne croyez pas qu'ils soient désœuvrés, ils travaillent beaucoup, hein. Ils vendent de la drogue, ils sont sur le sommet du mur et ils avertissent quand la police arrive. Non, je dis pas qu'ils sont désœuvrés, mais voilà. Ils ont pas de... Il faut toujours se méfier de penser que les gens qui sont inintelligents ne réussissent pas, ne feront jamais un travail pour essayer de se sortir de leur désœuvrement rentable. Alors, je vais vous dire, j'ai aucun moyen de les inciter à la conversation, mais dans le sens inverse, oui. Il m'est arrivé de me trouver dans des endroits où j'avais un petit loulou qui me disait « Ah, toi, je t'ai vu à la télé, c'est cool, c'est toi le criminologue ». Ils ont une mémoire extraordinaire parce qu'ils sont illettrés. Donc, la mémoire visuelle des illettrés, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, alors je disais « Bah oui, on va prendre un café, on discute ». Alors, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir aller passer du temps à Dubaï, avoir du fric, en cash de préférence parce que ça évite de payer des impôts, et ils se donnent les moyens de le faire. Mais ils ne sont pas ni idiots ni quoi que ce soit, ils sont adaptés, leur mode d'évolution est darwinien, ils sont adaptés à leur milieu. Hein. Survival of the fittest, ils sont parfaitement équipés pour survivre à l'endroit où ils sont. Et s'ils sont violents comme ils le sont, et s'ils sont décidés à rejeter la police, c'est dans le cadre de la survie sur un territoire donné. Enfin, on connaît ça depuis l'espèce humaine connaît ça depuis Cro-Magnon, quoi. Donc, mais je pense pas que là-dedans, le stock de ceux qui veulent déclencher la guerre mondiale ou lutter pour le califat mondial, sont très forts. Voilà, c'est une petite minorité. Et d'autant plus réduite en France que sur la totalité du stock des Maghrébins, il y a énormément d'Algériens, et dans l'énorme stock algérien, il y a une énorme majorité de Kabyles ou de Berbères, hein, lesquels ont, avec l'islam, les rapports que le français moyen avec le catholicisme. On fait baptiser la petite, mais on va pas à la messe tous les matins. Ah oui. Voilà. Bien, ben écoutez, en tout cas, je crois que votre livre explique fort bien cette façon d'en fond, la diplomatie de la faiblesse, quoi. Quand vous d'ignorance. Ou d'ignorance, cette espèce qui est un peu dans un monde tribal. Bah, si votre tribu est en faiblesse, vous essayez de toucher des gens de la tribu d'à côté qui est plus fort pour leur faire dire que. Mais c'était un peu l'histoire aussi du saint de la montagne, vous savez, le vieil homme de la montagne. Et puis l'Ismaël, il faisait tuer des gens à droite et à gauche comme ça. Et donc il faut absolument que les gens lisent votre livre parce que c'est un livre qui explique bien cette façon de procéder de ce monde de la Méditerranée. Alors, la secte des assassins, après la disparition d'Alamout, après que les Mongols aient anéanti Alamout, elle a survécu en Syrie, et la dernière forteresse a été, anéantie en Syrie par les Mamelouks, donc est venue d'Égypte, et elle a survécu encore après à peu près un siècle après la fin d'Alamout. C'est-à-dire que entre le 1250 et 1350, ils ont vécu. Voilà. Et j'ai été dans cette forteresse-là. C'est impressionnant, hein. Et donc c'est pas par hasard si dans cette région-là, il y a encore cette tradition-là. C'est exact, il y a toujours la même chose. Donc on remonte très loin. Mais écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on est.
c'est que ce conflit des civilisations, Ouais, voilà. et ça vient quand même beaucoup, qu'on le veuille ou non, de l'ignorance que nous avons de leur civilisation. Et, certainement. Et eux, c'est ça, dans le fond, on les comprend pas, quoi. Ils ne comprennent pas, mais on les comprend pas non plus. Certainement. Et ceux qui connaissent ça très bien, en dehors des acteurs immédiats, sont les Israéliens, qui naturellement sont sur place, donc doivent survivre, donc savent jouer avec ces jeux-là, et sont sidérés, mais j'en connais un certain nombre, sont sidérés par notre incapacité. Voilà, mais au secours, mais à quel point, mais vous pourriez savoir, pourquoi ne savez-vous pas, quoi? Notre capacité à regarder ailleurs les sidère. Oui, mais je retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, on ne peut pas tout savoir. Si on est au pouvoir, il faut entourer de spécialistes. Voilà, exactement. Et si vous avez remplacé tous vos spécialistes par des spécialistes du passage sur TF1, vous êtes quand même mal barré, quoi. Très. Très mal barré.